Bonjour, vous regardez l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et dans ce projet, on vous raconte comment l'Ukraine résiste face à l'agression russe. Aujourd'hui, dans notre studio, nous avons une invitée tout à fait originale et pas ordinaire. C'est Hélène Lépine. Bonjour Hélène. Bonjour Tetiana. Vous êtes poète, vous êtes membre d'Open Québec. Vous avez reçu le prix de René... René Lénaud, oui. Oui, René Lénaud, c'est un prix français, un prix pour la poésie. Vous étiez décoré dans la ville de Lyon, en France. C'est très important. Et donc, vous êtes ici en Ukraine, un voyage original, parce que vous venez avec votre frère pour y passer presque 2 semaines. C'est pour la première fois depuis longtemps que vous visitez l'Ukraine, parce que vous étiez déjà de passage dans la ville de Kiev, mais c'était dans une époque absolument différente, c'était encore l'époque soviétique. Vous avez parcouru le monde, vous étiez en Syrie, on va parler évidemment de ça, vous connaissez la poésie d'autres peuples, et donc ma première question à vous serait pourquoi ce voyage et qu'est-ce que vous a inspiré, vous, à traverser la moitié du globe pour arriver à la gare de Kiev il y a quelques jours et pour passer avec nous les Ukrainiens quelques jours? Alors, je pourrais vous dire d'emblée que, bien sûr, j'ai eu un intérêt très, très jeune pour tout ce qui était la partie slave du monde, et mon passage à Kiev, alors que j'étudiais le russe, a été marquant dans une certaine mesure. Mais c'est véritablement beaucoup plus la situation actuelle qui m'a guidée dans ce choix de venir, cette nécessité en quelque sorte d'être parmi vous, avec vous, par solidarité et aussi par admiration pour cet esprit de résistance qui est quand même un peu hors du commun. Et puis récemment, l'attention est un peu dirigée vers notre voisin du Sud. On est un petit peu plus éloigné, le regard est un peu plus éloigné de l'Ukraine qu'il ne l'était auparavant. Et puis les amitiés tant poétiques que les amitiés locales avec des Ukrainiens, des Ukrainiennes font en sorte que, il faut dire que j'étais attirée par ces gens déjà d'emblée, par la secousse terrible à laquelle ils font face et continuent de faire face. Alors, tout ça m'a mené à accepter avec enthousiasme l'idée du projet, même si dans ma vie, c'était peut-être un moment particulier. J'ai dit, oui, c'est maintenant ou jamais. Et puis... je me voilà à Kiev. Et vous êtes ici, nous sommes au centre de Kiev, nous sommes à quelques centaines de mètres du Maïdan, la place clé de l'Ukraine. Dans votre parcours poétique, dans votre œuvre, ce qui est marquant, ce qui est tout à fait visible, je montre à nos spectateurs votre recueil le plus récent, n'est-ce pas? Le cœur en joue. Voici, c'est pour ce recueil que vous avez reçu votre prix René Lénaud, ou c'est pour l'ensemble de votre œuvre? C'est pour ce recueil. Et puis, c'est un prix intéressant dans le sens où il va exactement dans le sens de mes préoccupations. C'est un prix qui est accordé à un ouvrage, comme le disent les organisateurs, un ouvrage nécessaire aux jours blessés d'aujourd'hui. Alors, je dois dire que justement pour ce qui est de la Syrie, où j'avais voyagé avant 2011 et fait des amitiés avec des femmes, des jeunes étudiantes et tout, eh bien, la terrible répression qu'il y a eu dans ce pays et puis ce qui a duré, il dure encore, en fait, a été un peu rétabli, mais rien n'est tout à fait résolu. Alors, parler d'une blessure importante, et puis c'est quelque chose qui m'a toujours un peu, un peu préoccupée
dans la vie, les blessures tant sur le plan personnel, les individus, que les sociétés et tout. Le moment où il y a une fracture dans une vie et comment inévitablement, forcément, la vie nous demande de renouer avec elle, d'aller vers l'avant et en quelque sorte de tracer un chemin, comme le dit le poète Machado, el camino se hace al andar se hace el camino, et on ne peut pas revenir en arrière, on trace le chemin pas à pas. Oui. Alors, en quelque sorte, c'est un petit peu à la fois cette impuissance, quand je dis le cœur en joue, le cœur est donc tenu en joue devant la terrible réalité, mais en même temps, il y a cette nécessité d'aller au-delà de l'impuissance. Et pour moi, bien, ça passe par les mots, ça passe par le désir de m'approcher, de regarder, non pas de comprendre d'une façon nécessairement très précise ou analytique ou tout ça, mais de saisir un peu où sont les blessures, les fissures, les fractures, mais aussi ce qui va germer un peu de potentiel de vie, de retour vers la beauté, vers la liberté. Je sais qu'il y a un élément un peu, sans doute un aspect un peu naïf à tout ça, mais je crois que la vie est plus forte que la mort. Forte que la mort. Et puis ici, on sent très très bien cet appel du mouvement de la vie, cette force qui fait en sorte que c'est une des impressions majeures de ce voyage. Mm-hmm. Et donc, vous êtes bien ici à Kiev, vous êtes bien placé parce qu'à Kiev, en Ukraine d'une manière générale, et surtout durant les temps aussi difficiles où les fractures et les ruptures sont tellement multiples parce qu'on est en pleine guerre, c'est aussi une terre de poètes. On dit souvent qu'on n'a jamais vu d'une telle renaissance poétique ou d'une telle importance accordée à la poésie que pendant justement ce temps véritablement tragique où il y a la mort, où il y a des blessures, où il y a le danger. Vous avez pu constater vous-même, en dormant quelques nuits à Kiev, que le danger est tout à fait physique, qu'il est tout à fait réel et qu'il peut toucher tout et chacun. Et donc voilà, quelles sont vos premières impressions en fait, de la scène poétique et des rencontres que vous avez fait pendant ces jours à Kiev, concernant, voilà, qui vous a renforcé peut-être, c'est une hypothèse, dans votre conviction que la poésie est là où il y a justement cette tragédie, cette rupture, et elle est présente encore plus quand on a besoin d'elle. Oui, et je vous dirais, si vous me permettez, c'est la poésie aussi. J'ai peut-être oublié de mentionner cet aspect absolument essentiel dans les motivations qui ont fait que je suis ici. C'est la poésie était déjà parvenue à moi grâce à des ouvrages. Alors, en particulier des ouvrages dont la traduction a été assumée par Ella Yevtushenko. Alors, il y a cette anthologie formidable qui a été faite avec Bruno Doucet en France et qui me permettait de découvrir, parce que mon ignorance était quand même grande, outre les grands noms, et de découvrir en partant de la poésie actuelle des jeunes et en remontant vers la poésie antérieure, de découvrir une poésie très vivante, mais d'autant plus vivante aujourd'hui que le mode d'expression est un mode d'expression marqué par cette double vie, la vie bousculée par la guerre, la vie qui s'introduit dans l'appartement, dans la maison, dans tout, et qui est à la fois, une vie menacée et une vie qui est aussi nourrie. Alors, il y avait cette poésie-là, et particulièrement au Québec, on a eu aussi la poésie est venue encore une fois grâce à Ella Yevtushenko, qui a été invitée
invité par une poète de chez nous à faire une revue, qui est la Femme de parole, qui portait que sur l'Ukraine. Et encore là, on a découvert d'autres noms, d'autres poètes et tout. C'est très, très vivant. Et les poètes québécoises ont répondu en quelque sorte dans le même ouvrage. Alors la poésie est peut-être le mode d'expression qui a le plus résonné à mes oreilles et résonne encore ici. J'ai eu le plaisir de rencontrer deux personnes, deux artistes, donc cette poète, Ella Yevtushenko, dont la poésie est marquée par la concrétude, des choses très, très concrètes et qui parlent de l'urgence de vivre. Et par une artiste, Olesya Drashkova, j'espère que je prononce évidemment, bien Olesya Drashkova. Oui, son nom. Et puis, chez toutes les deux, il y a cette charge poétique qui dit « Allez, allez, rien n'est simple, mais poursuivons. Et poursuivons en ne ménageant pas non plus la vérité. On dit, on fait, il y a des images très, très fortes, mais en même temps, on propose des images avec une certaine acuité du regard ou une acuité des sens. Les perceptions sont accrues. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Les perceptions sont accrues, ce qui est peut-être pour mon œil invisible devient visible grâce à la poésie, grâce à l'art de cet artiste. Et puis c'est quelque chose qui a éveillé mon regard en étant ici, bien que d'emblée, j'ai été très frappée par la superposition de deux réalités. Un peu comme la belle ville de Kiev avec ses collines, et le haut et le bas, c'est-à-dire il y a la vie et il y a une espèce de survie, pas la survie, la survie où autre chose se perçoit, se sent. Et grâce à cette attention accrue et que je ressens chez les gens et qui m'a portée à être beaucoup plus attentive aussi. Il y a aussi cette image qui me frappe. Il y a la ville fleurie. La ville fleurie avec le printemps, la Renaissance et tout, et qui est aussi présente dans les œuvres, surtout de l'artiste. Et puis, il y a la ville en alerte. Et c'est comme le haut et le bas. La ville fleurie, c'est ce qu'on voit. Et la ville en alerte, c'est l'abri où l'on doit descendre la nuit. C'est la ville aux aguets, c'est la crainte, c'est l'angoisse. Et c'est pas tellement mon angoisse parce que je me sens tout à fait privilégiée dans le sens où pour moi c'est dans le temps, c'est très limité. Par contre, je sens très très bien que pour ces gens que j'ai rencontrés, c'est quelque chose qui est présent mais que l'esprit pensant essaie de surmonter. Probablement, cette angoisse nourrit toutes les sensations, les perceptions, mais aussi le désir de surmonter. Et je trouve que tout le monde vit un peu, à la fois, pas tout le monde, comment dire, les personnes avec qui j'ai parlé vivent beaucoup, beaucoup de l'esprit. L'esprit, on pense, on note, on réfléchit, mais aussi on sent très, très bien quand l'urgence du désir, quand il est temps d'admirer quelque chose, de prendre un verre de vin, de décider de rire, ben on le fait à plein. Il n'y a pas de mesure. On fait les choses à fond et c'est très frappant. On continue de vivre, voilà. Oui. Et donc, comme on dit souvent, les nuits à qui font survie et après, durant les jours, on vit. Oui. Cette vie basse et haute que vous avez évoquée. Il faut aussi préciser que nous nous retrouvons dans une saison tout à fait splendide parce que nous sommes au fin printemps, au début de l'été. Et donc, ça me fait penser à une autre ligne d'une autre poète ukrainienne, Yarina Tchornogouz, qui d'ailleurs aujourd'hui est traduite par Ella Yevtushenko et dont le livre va sortir en France à l'automne 2025. Aux éditions Tripode. Exactement. Oui. Et donc, il y a cette ligne qui est tout à fait marquante et qui résume en fait la situation. Elle dit que l'Ukraine, c'est un pays où on n'oublie pas les hivers. Puisque plusieurs événements majeurs, les révolutions, par exemple, c'est la dernière, Euromaïdan, c'est l'hiver, c'est novembre 2013,
jusqu'à février 2014. La grande invasion russe, c'est février 2022, donc l'hiver qui sont éprouvants, qui sont longs, comme au Canada, comme au Québec aussi, pareil, avec des températures très basses, avec les épreuves physiques très, très importantes. Et donc, mais après cette période hivernale vient toute cette beauté que vous constatez, tous ces fleurs, à commencer par les marronniers qui ne sont plus là sur la rue Créchatique, mais qui étaient là il y a quelques semaines seulement avec ces arbres splendides. Et donc, je reviens à votre expérience syrienne parce que dans votre livre, vous avez vos textes poétiques sont intercalés, c'est-à-dire changés avec les illustrations de Dima Karout, qui elle est syrienne, canadienne d'origine syrienne, qui est pour vous un filigrane en fait cette expérience syrienne qui est importante et que vous avez connue personnellement en 2008. C'est ça? Oui. Lors de votre voyage personnel là-bas, et c'est de là toutes vos amitiés et puis vos liens avec ce pays-là. On compare souvent en fait la guerre en Syrie avec la guerre en Ukraine parce que souvent l'agresseur est le même, parce que derrière le régime de Bachar al-Assad, nous retrouvons souvent la Russie et donc les méthodes employés comme par exemple les bombardements et on a beaucoup comparé Aleppo par exemple avec Mariupol, une ville où on n'a plus accès parce que c'est en occupation russe, mais de toute manière quel écho syrien vous reviennent quand vous êtes ici en Ukraine? Est-ce que vous voyez les similitudes ou bien en même temps vous voyez aussi les divergences dans le traitement de la situation, dans le traitement poétique tout d'abord de la situation? Mais je pense que je vais le dire avec une certaine réserve parce que mes contacts sont plus limités maintenant. Et puis, mais je pense que d'emblée, ce qui frappe, c'est toute la question du non-respect de la vie civile. Alors ça, c'est quelque chose qui a été... bien sûr, il y a eu la Tchétchénie, il y a eu d'autres choses avant, mais là, c'était le non-respect de cette vie civile, le non-respect de ce qui a été un trésor d'humanité aussi, parce qu'Alep, c'était une ville aussi de la diversité, de l'échange et de tout. Alors, il y a quelque chose où il me semble qu'il y a ce non-respect qui est terrible et puis qui semble s'établir comme un mode guerrier, sans éthique, une guerre totale, comme on appelle ça. Une guerre totale qui respecte. Oui. Par contre, il y a eu, dans ce que j'ai pu à la fois lire ou discuter avec les gens que j'ai connus, il y a cette même... le mot me semble trop faible. Résilience, il y a ce même courage, disons. Ce même courage pour dire, bon, ça y est, on se relève, on poursuit. Il y a une nécessité aussi de se ressaisir parce qu'il y a les enfants aussi. Alors, dans les deux cas, j'entends beaucoup parler aussi des enfants. J'entends parler du fait qu'on met de côté, on se met un peu de côté pour la famille, pour aider à nourrir une vision d'avenir, même si elle chancelle parfois dans l'esprit des gens qui soutiennent les enfants. Mais ce qui me frappe toujours, c'est l'espèce de cohérence, de cohésion du groupe quand on décide, bon, ça y est là, on agit, on œuvre, et puis nos efforts vont dans le sens d'une remise en marche sur un sentier méconnu, inconnu. Des fois, c'est le déplacement. Des fois, c'est demeurer sur place. Et dans le cas de Dima Karout, c'est un déplacement. C'est la volonté de faire en sorte que l'art parle à tous, non seulement aux Syriens, mais aussi à ceux qui ne connaissent rien de tout cela. Et maintenant, on est toujours en contact. Je viens de lui parler en venant vers l'Ukraine. Et à Londres, elle entretient elle-même cette espèce de conversation, tant avec le public britannique qu'avec les déplacés de
tout pays du monde arabe ou du monde africain où il y a un problème. Elle entretient ce qu'elle appelle cette conversation sur la nécessité non pas de rester accroché aux images de destruction, mais d'essayer de progresser, de fournir à ceux qui sont de génération plus jeune, mais qui souffrent et qui n'ont pas la même, qui ont été ébranlés sans même avoir de fondement solide dans leur petite vie, de leur fournir justement quelque chose qui est presque une maison, bâtir maison sans maison. Alors, je trouve ça très, comment dire, si quelque chose aussi me semble un peu similaire, si je sens comment dire, ce désir de bâtir maison, même si la maison s'est écroulée, bien sûr, avec tout ce que ça suppose de comment dire, de tristesse, de drame et tout ça. Puis là-dessus, je voudrais bien spécifier que j'en parle avec un peu de gêne parce que ce n'est pas moi qui souffre. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment, ça doit être clair pour toute personne qui nous écoute. Moi, je me sens privilégiée. Je n'ai pas eu à vivre une telle vie. Alors, et je n'ai pas à vivre dans ces circonstances, mais je ne peux faire autrement que de ressentir des choses. Oui, et mais de rendre compréhensible aux autres et faire les autres sentir ce que vous sentez en tant que poète et le mettre en mots. Pour que les autres comprennent. J'aime beaucoup votre expression de la maison sans maison, parce que on dit souvent, on essaie d'expliquer que les bombardements de la population civile qui font les gens perdre leur maison, ce n'est pas uniquement les biens maternels, il ne s'agit pas de perdre des murs ou bien perdre un toit, ça veut dire à perdre tout un monde, parce que ce sont là des toits ou des murs où il y avait toute une petite vie, tout un petit univers, avec une famille, c'est l'endroit où les enfants ont grandi, c'est là où il y a ta bibliothèque ou tes livres favoris, c'est là où il y a quelque chose qui te rappelle de ton passé. Donc ce sont une multitude, une centaine de milliers des maisons qui sont détruites, qui restent dans les esprits. On parle souvent avec les déplacés, des gens dont la maison est en occupation, par exemple, ou par exemple, elle est détruite, et puis ces gens portent cette maison avec eux toute leur vie, même si cette maison n'y est plus ni physiquement, il n'est que dans leur mémoire, mais cette maison, d'une manière ou d'une autre, il ne disparaît pas. Et dans votre voix, dans votre engagement, il y a cette dimension de femmes, de l'engagement féminin qui est important, parce que vous avez fondé à l'intérieur de PEN Québec un comité, c'est ça s'appelle comité de femmes, comité femmes. Comité femmes. Oui. Voilà, ça démontre cette solidarité entre femmes. Oui, mais c'est justement probablement cette espèce de comment dire, de position où, en quelque sorte, on est obligé d'être dans le regard et non pas dans l'action, mais il y a quand même ce besoin de partager et de faire entendre justement les voix des personnes qui sont privées de haut-parleurs, mais pire encore, privé même du droit de parole et privé du droit de faire entendre la poésie ou la traduction, ou que ce soit des femmes journalistes, des femmes traductrices, des poètes, des essayistes, tout ça. Alors, dans notre esprit, c'était bon. Allez, nous, on a la possibilité de faire des jumelages avec des personnes dont la voix est complètement demeure éteinte pour des circonstances de répression et tout. Alors, prenons les textes, lisons les textes, et à tout le moins, si on ne possédait pas les textes au début, c'était un peu plus compliqué, mais là, on a trouvé de plus en plus de voies pour y parvenir, de canaux, dirais-je. Mais l'idée était de faire entendre, donc de lire ou d'écrire à ces personnes. Alors, il y a toute cette question de l'adresse.
à la personne à qui on peut être facilement jumelé par intérêt ou par, par désir particulier de faire entendre cette voix-là, sans qu'il y ait nécessairement de parenté d'intérêt et tout. Mais c'est véritablement comme ça que les choses se sont produites. On a fait des spectacles avec de la musique, des fonds de scène en photographie. Il y a eu énormément d'activités et ça se poursuit à plus ou moins grande échelle selon les années. Maintenant, moi, je suis moins active de ce côté-là pour justement nos centres d'intérêt se déplacent où on laisse la place à d'autres. Parce qu'il y a toujours ces bons mouvements de la relève et tout. Alors, mais c'est très important, ça continue d'être très vivant. Et au PEN Québec, justement, là, c'est ce désir de faire connaître, ce désir de laisser la voie libre pour que les œuvres parviennent à leur lectorat. Et puis, non, c'est bon. C'est comme ça. Pour vous, comme poète, pour chaque poète, en fait, ce qui compte beaucoup, on peut imaginer, c'est le rapport intime à une réalité. Et donc, on peut facilement imaginer que vous aviez une idée de ce que vous allez voir en Ukraine. Là, vous arrivez à la fin de votre voyage, il n'est pas encore terminé, vous restez encore en Ukraine quelques jours, mais vous avez déjà pu voir des choses. Et donc, ma question à vous serait, qu'est-ce que vous a surpris? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez trahi vos idées, en fait, de ce que vous allez voir? Est-ce que vous étiez surprise par quelque chose et qu'est-ce que vous a marqué? Pas d'une manière que vous avez projetée. Mais vous savez, je crois que je découvre une diversité à la fois, mais là, je m'aventure dans un terrain où je n'ai pas de connaissances suffisantes. Mais il y a une diversité de linguistique même. Il y a une diversité de mentalité. Et parmi les gens qui me parlent, malgré cette cohérence et cette cohésion qui les fait agir, œuvrer comme dans une certaine mission de remise en route, il y a quand même cette qualité des voix qui est différente, où on entend la diversité de provenance, la diversité aussi comment dire, l'identification à l'Ukraine est différente. Alors, c'est cette diversité-là qui est peut-être ce qui m'a surprise davantage, parce que dans ma tête à moi, tout le monde était dans une forme, une certaine unité. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas là. Non. C'est pour ça que je ne voudrais pas m'aventurer sur un plan qui n'est pas, de l'ordre poétique. J'en parlerai dans la mesure où je serai capable de fournir des images, où je vois autant de fleurs et d'arbres et de variétés de tout cela, mais qui forment un paysage unique. Alors ça, c'est peut-être cette diversité-là qui va rester même en image, mais qui n'empêche pas la force de l'unité. Oui, donc un pays qui est très varié, qui est très diversifié, évidemment. Et encore, vous êtes ici au moment de l'unité sans précédent. Oui. On peut imaginer, déduire combien le pays est différent quand il n'y avait pas de ce défi existentiel devant tout un pays, tout un peuple, tous les voix, et donc combien on était très différents avant cela et on sera peut-être après. Oui. C'est cette diversité-là qui est aussi synonyme de ce qu'on appelle le monde libre. C'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose de très, positif dans ça, parce que la création, toute cette diversité-là est dans un moment aussi de création d'un présent, de la suite des choses. Alors, il y a un potentiel très fort dans cette diversité-là. Et c'est pas un rêve unique, mais c'est un rêve coloré de différentes nuances. Avec des couleurs différentes. C'est ça.
La dernière question, est-ce qu'on peut attendre un autre recueil poétique ou quelques poésies suite à ce voyage en Ukraine? Écoutez, je pense que ce serait mon vœu le plus cher que naissent des poèmes de tout cela. Pour le moment, je suis submergée par les impressions et j'imagine que, la poésie, de toute façon, elle doit se déposer avant de surgir en mots et en images. Alors, je crois bien que c'est un vœu et on ne commande pas ces choses, mais je vais m'asseoir pour laisser venir. Et puis, il y a une autre chose que j'ajouterais aussi, tout simplement en revenant au prix René Lénaud, si vous me permettez. René Lénaud, ça me frappe parce que je sais que René Lénaud, nous sommes le 13 juin aujourd'hui, et René Lénaud a été assassiné à l'âge de 34 ans, le 13 juin 1944. Alors, il y a quelque chose où, pour moi, déjà ça fait image, et puis je me disais, non, il y a tout cet aspect-là d'une jeunesse fauchée, et déjà, c'est une autre image, puis je me dis, tout ça s'ajoute, et peut-être c'est pas encore, comment dire, ce ne sont pas des vers qui s'alignent, des lignes qui se suivent, un discours qui prend forme, et ce sont certainement des images, et je pense à des un jeune homme en particulier à qui j'ai parlé à Bila Tserkva, justement un jeune soldat du même âge. Et ça me frappe beaucoup. Donc, ces images-là vont rester. J'espère beaucoup pouvoir, en toute modestie, livrer quelques poèmes à la suite de mon séjour en Ukraine. Il y aurait l'Ukraine au cœur de ces textes. Merci beaucoup, Hélène, pour cet entretien. Merci beaucoup pour toute cette solidarité humaine que vous faites en vous déplaçant, en parcourant 2000 globes, en fait, pour venir jusqu'à l'Ukraine, et pour votre sympathie. Merci pour votre sympathie aux poètes ukrainiens. On n'a aucun doute qu'après René Lénaud, il y aura des prix ukrainien aussi. Oui. Non, mais par exemple, d'après Victoria Milena, notre écrivaine d'abord, et aussi poète qui était tuée le 27 juin 2023 lors de cette frappe, et que les voix, et que ce dialogue poétique entre l'Ukraine et Québec, qu'il puisse se développer et qu'il puisse être vivant, et puis inspirer des générations futures, y compris les enfants qui vous sont chers. Vous avez parlé des enfants. Merci beaucoup. Mais merci à vous, et merci de m'accueillir dans ce pays, malgré toutes les circonstances éprouvantes et tout ça. Mais en fait, je vois bien que rien ne vous arrête. Tout va de l'avant ici, de la plus belle des façons, de la meilleure des façons dans les circonstances. Oui. Merci. Merci. C'était un épisode de l'Ukraine en flammes, une chaîne YouTube en français par l'Ukraine Crisis Media Center. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Hélène Lépine, poète de Québec, membre de PEN Québec, qui est ici en voyage. Si vous trouvez notre travail utile, n'hésitez pas de partager, de commenter cette vidéo. Restez avec nous et slava Ukraini!